Bonjour, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Désolé, j'étais en pleine conversation avec Éric Galliègue et nous avons été pris de court. Il est l'heure désormais d'ouvrir le point stratégique d'Éric Galliègue. Éric, je vous le rappelle, est président de Valcan Expertise. Juste avant d'écouter l'analyse d'Éric, je vous rappelle que le CAC ralentit un peu par rapport à ce qu'il faisait à l'ouverture puisqu'il croît de 0,89% à 6261 points. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous intervenez sur notre plateau tous les vendredis. Éric, quel est le bilan de cette semaine ? Le bilan est négatif, à nouveau sur la base des cours d'hier soir, tel qu'on a pu les capter aux environs de la clôture, donc moins 2,5 en Europe, moins 5 aux États-Unis, une baisse plus marquée sur les actions américaines, une fois n'est pas coutume, et cette différence s'explique en partie par la baisse de l'euro. L'euro qui a perdu 1% à nouveau, qui cote 1,04 contre le dollar. On est quasiment à la parité, 1,04 c'est... Il y a encore 4%, ça se fait 4% sur le Forex, c'est pas négligeable, mais on y va. Et macro, oui, bon, ok. Merci Eric, on va passer à l'actualité. L'actualité, comme je vous le rappelais en début d'émission, la Finlande et la Suède ont réellement posé leur dossier de candidature sur les bureaux de l'OTAN. Comment est-ce que vous analysez ça, Eric ? C'est une escalade dans la crise géopolitique. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette information qui est majeure, notamment au niveau de la Finlande, qui a 1340 km de frontières communes avec la Russie, et dont on connaît l'histoire. Donc, du point de vue des Russes, c'est une agression. C'est clairement une agression. Il faut bien comprendre que l'adhésion à l'OTAN signifie que des équipements militaires en provenance donc de l'organisation peuvent être implantés sur le pays, sur tous les pays membres. C'est une inquiétude permanente de la Russie depuis des années, avec l'élargissement de l'OTAN à des pays donc historiquement proches ou dans la sphère d'influence russe. Donc oui, c'est effectivement une mauvaise nouvelle. On aurait pu mettre -2 ou -3 dans notre mesure, dans notre notation de l'actualité. On a mis -1 parce que c'est un peu, je dirais, la norme que nous nous sommes imposée, mais c'est clairement une mauvaise nouvelle pour cette semaine. Oui, c'est très clairement une mauvaise nouvelle dans le sens où cette guerre en Ukraine, de toute façon, était menée par Vladimir Poutine pour empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Si les autres le font, c'est sûr que c'est pas très encourageant. On passe à la deuxième actualité, Eric, la baisse des coûts des métaux industriels. Oui, on a remarqué cette semaine une accélération de la baisse des cours de nombreux métaux industriels. On le voit bien sur le graphique, que ce soit le cuivre, le fer blanc, le plomb ou le zinc. On a une baisse assez rapide qui traduit les inquiétudes sur la conjoncture chinoise et par extension sur la conjoncture mondiale. Alors, c'est une nouvelle qu'on a qualifiée de négative, qu'on a notée négativement, en ce sens qu'elle reflète les inquiétudes donc sur la conjoncture mondiale et chinoise. C'est vrai que c'est de nature à peut-être limiter l'impact sur l'inflation ou de limiter la hausse des prix en quelque sorte, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la hausse des prix, on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe sur le pétrole que sur les métaux industriels. Ok, merci Eric. On passe aux crypto-monnaies, les crypto-monnaies qui chutent lourdement depuis quelques séances, corrélées avec la chute du Nasdaq. Ça montre bien que les cryptos actifs ne sont pas des monnaies, ce ne sont pas des actifs financiers, ce sont des supports de spéculation qui ont un prix mais n'ont pas de valeur. Je pense souvent sur cette expression, je pense qu'elle décrit bien ce qui se passe. Les prix ont monté parce qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'on est dans une situation d'hyper-liquidité, et en fait de fondement de ces prix, en fait de valeur, il n'y a rien. Moi, on a eu un effondrement de l'écosystème du Terra et du Luna. Personnellement, j'ai rien compris, je le dis très très franchement. J'ai lu plusieurs articles, je ne comprends pas comment ça marche. Ce sont des algorithmes, en gros. C'est des algorithmes de compensation, c'est-à-dire que pour essayer de maintenir une forme de parité avec le dollar, quand le cours de la crypto baisse trop fortement, l'algorithme propose de vendre la crypto-monnaie en achetant du dollar pour mécaniquement faire augmenter le cours. En fait, c'est de l'algorithme pur, sauf que là, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de vendeurs et que potentiellement, ils n'avaient pas de
de fonds nécessaires pour arriver à maintenir une parité. Voilà, quand on dit qu'il y a $1 pour un Luna ou un Terra, c'est le terrage. En fait, non, il n'y a pas $1. Donc forcément, la spéculation, et c'est normal. C'est une bulle, en fait. C'est quasiment presque un schéma de Ponzi, cette affaire. L'éclatement de cette bulle et la chute, plus généralement, du Bitcoin, par exemple, qui est passé de 66 000 à 29 000 $ en 6 mois, c'est quand même pas mal, montre qu'il y a un stress important auprès des opérateurs, quelle qu'en soit la nature, qu'ils soient crypto-investisseurs ou pas crypto-investisseurs. Il y a vraiment un stress qui est en train de se généraliser, et c'est bien sûr un élément négatif pour cette semaine. Ok, merci Eric. On finit avec l'OPA de Philip Morris sur Swedish Match. Alors là, on parle de vrais dollars et de 16 milliards de dollars. C'est quand même quelque chose d'important. Et c'est Philip Morris qui lance une OPA sur Swedish Match. Ça nous montre en creux que les entreprises sont toujours là, que les entreprises sont en quelque sorte en embuscade pour profiter des chutes de cours, ce qui est un argument toujours recevable pour s'intéresser à certaines actions. Et donc, c'est un point qu'on a qualifié de positif, bien sûr. Il y a toujours des entreprises en quête de croissance externe à meilleur marché qu'il y a quelques semaines, et donc c'est plutôt positif. C'est le seul élément positif qu'on a pu trouver cette semaine. Que vous avez trouvé cette semaine ? Il y avait beaucoup d'autres éléments négatifs qu'on n'a pas évoqués. Que vous n'avez pas mis en avant. Vous pensez que c'est l'ouverture de la saison des OPA, justement ? Alors, ça fait de nombreuses années, de nombreux mois qu'on est au sommet du cycle des fusions-acquisitions. Il a duré beaucoup plus longtemps que les autres cycles. Je pense qu'ici, on a un exemple effectivement opportuniste sur un secteur bien particulier. De mon point de vue, il y a peut-être encore d'autres exemples qui vont arriver. C'est pour ça que je le cite ici. Mais sur le fond, le cycle des fusions-acquisitions est bien corrélé avec les taux d'intérêt, avec l'abondance de la liquidité, à nouveau, c'est ça la clé. Bon, le fait qu'il y ait moins de liquidité, ce qu'on peut démontrer aisément, tant du point de vue de l'action des banques centrales que des besoins de financement structurels pour la transition énergétique, pour la défense nationale maintenant, ou pour la réindustrialisation. Tout ceci, c'est des besoins de financement qui vont faire qu'il y aura moins de monnaie. Donc effectivement, tout ceci est plutôt négatif. Plutôt négatif, ok. Merci Eric. Quelle est, avec ces actus-là, finalement, votre synthèse de la semaine ? Alors les actualités sont négatives, donc -2, 3 points négatifs qu'on peut rappeler. Donc la Finlande qui veut adhérer à l'OTAN, la baisse des cours des métaux industriels comme marqueur du risque récessif, la chute du Bitcoin et des stable coins, on mettra ça entre guillemets pour stable, et compensé faiblement par l'OPA de Philip Morris sur Swedish Match. Okay. Donc au total -2 pour cette semaine, et donc en termes de recommandations, comme chaque semaine, eh bien, nous sommes toujours dans une logique de très grande prudence, de sous-pondération maximale des actions, a fortiori maintenant. Alors les cours baissent un peu, ce n'est pas des baisses très très profondes, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va continuer à vivre dans les 6 mois qui viennent, de mon point de vue. On aura probablement une résistance sur les points bas de mars, en dessous de 6000. Ça va tenir un petit peu, rebondir un peu, et puis après on va continuer à se rendre compte de ce qui est une évidence, qui crève les yeux depuis 6 mois. La réalité macroéconomique, la réalité géopolitique. Ce ne sont plus des risques, c'est ça qui est assez incroyable, ce ne sont plus des risques, c'est la réalité. Et même ça, on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe. Et donc, voilà, malheureusement, nous sommes dans une phase corrective qui devrait être, à mon avis, de même ampleur que 2002-2008. Bon, ça fera 3 phases correctives en 22 ans, bon, ça arrive. Et donc, on l'a commencé le 24 février, ça va durer au moins jusqu'au début 2023, à mon avis. D'accord. Merci, Eric. Merci pour ces sombres présages. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'Eric, que vous êtes président de Valcon Expertise et que vous intervenez tous les vendredis sur notre plateau dans votre point stratégique. On marque une pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 13 mai 2022. À tout de suite sur TV Finance.